Et si l'inclusion n'était plus une option RH, mais le seul futur viable du recrutement? Bienvenue dans ce dernier épisode spécial Job Fair by Career Hub, où l'on ose poser les vraies questions. Celles qui dérangent parfois, mais surtout celles qui font avancer. Aujourd'hui, on parle de barrières de l'emploi. Un sujet plus que jamais essentiel dans un monde du travail qui cherche à concilier performance, diversité et justice sociale. Autour de la table, 3 voix, 3 parcours, 3 angles puissants pour explorer un même objectif, repenser les biais, les processus et les critères pour enfin élargir ce que recruter veut dire. Clémence Vidal, pour commencer, COO de Meet Your Job et Career Hub, elle est aussi formatrice en diversité et inclusion au Charles Tersfer Institute. Clémence connaît chaque recoin du marché mauricien, ses complexités, ses tabous, mais aussi ses leviers de transformation. Elle vous parlera d'inclusion, non comme d'un concept, mais comme d'un choix stratégique, pragmatique et urgent. À ses côtés, Sandesh Mohabir, DRH du groupe Agriterra, une carrière solide, des secteurs variés et un fil rouge. Replacer l'humain au cœur de la performance. Son approche people first est à la fois rigoureuse et profondément ancrée dans la réalité opérationnelle. Avec lui, on va parler de la culture d'entreprise, de recrutement responsable et de ces petits ajustements qui font toute la différence. Enfin, Gaëlle Stechter, activiste, entrepreneuse, fondatrice de l'Esprit Sexy. Gaëlle bouscule les codes, elle intervient dans les entreprises pour parler de sexualité, de consentement, de diversité, d'équité. Des sujets trop souvent absents des salles de réunion et pourtant essentiels pour bâtir des environnements sûrs, inclusifs et durables. Sa vision ? Faire tomber les barrières, à commencer par celles qu'on ne voit pas. Et pour guider cette conversation, avec toute son expertise, une modératrice que vous connaissez peut-être déjà, Clotilde Magnan, ex-DRH internationale, aujourd'hui coach et formatrice et facilitatrice RH. Une professionnelle à l'écoute active qui saura créer l'espace pour que chaque voix résonne avec justesse. Vous êtes prêts ? Bienvenue dans No Barriers Hiring, un épisode pour ouvrir et réinventer le recrutement. À vous de jouer. Merci Anaïs. Bienvenue Sandesh, Clémence et Gaëlle. Merci de votre présence aujourd'hui sur ce dernier podconf du Job Fair Career Hub. Aujourd'hui, effectivement, on va parler d'inclure les talents qu'on oublie trop souvent. Alors, profil atypique, CV avec des trous, jeune sans diplôme et personne autrement capable. On va voir comment les entreprises incluent ces profils ou au contraire n'arrivent pas aujourd'hui à les inclure, et vous allez nous donner vos tips, vos conseils sur l'inclusion dans le monde du travail. Alors, pour commencer, j'aime bien commencer avec un petit jeu. Alors, je vais vous demander de vous rappeler à vos souvenirs de jeunes diplômés ou de jeunes chercheurs d'emploi, de jeunes talents, et de juste nous raconter quelle a été votre première expérience en tant que talent à recruter. Comment vous vous êtes senti face à un recruteur la première fois que vous avez montré votre CV ou qu'on vous a posé la première question de « Quelle est votre expérience ?» ou « Qu'avez-vous fait ?» Le tout premier job, hein. J'y vais ? Alors déjà, j'ai mis du temps parce que j'ai été ghostée pendant des mois.
Ça, c'était une réalité. Du coup, j'ai perdu la confiance en moi. Et après, c'était un peu de ma faute. Je personnalisais, mais c'était encore des courriers à l'époque. C'était même pas du digital forcément, etc. C'était des lettres qu'on devait envoyer, imprimer, mais personnalisées quand même. Et ce que je me disais à chaque fois, c'est est-ce que je me suis pas trompée sur mon adresse postale et que c'est pour ça que je ne recevais pas de réponse. Finalement, la vie m'a appris que c'était pas la raison première. Comment je me suis sentie ? Moi, je me suis sentie toujours un petit peu en décalage par rapport aux questions que j'avais et à même pas mes réponses, mais mes ressentis. Donc, j'étais pas forcément dans une situation confortable. Ça, c'est le premier point. Et le second point, donc décalage, et le second point, c'est juger, littéralement, pour mon âge. Et du coup, on me fermait des portes parce qu'on considérait que j'étais trop jeune et que je ne pouvais pas, du coup, prendre ce poste. C'était un petit peu embêtant, je pouvais l'entendre, mais je savais que je pouvais le faire jusqu'au jour où ma première entreprise m'avait donné ma chance avant mes 18 ans. Merci Clémence. Qui veut poursuivre sur son expérience ? Alors moi, par rapport à mon choix de vie, on va dire que j'ai arrêté mes études supérieures prématurément et que j'ai été maman relativement jeune. Donc mon premier vrai emploi, j'étais déjà maman et j'avais passé 2 ans au foyer. Donc ça a été très compliqué parce qu'en fait, j'avais pas terminé mes études, j'avais un niveau de bac, c'est tout. Donc déjà, il faut des diplômes pour être engagé la plupart du temps. Et puis après, le fait d'avoir été 2 ans au foyer à l'âge de 25 ans, c'était compliqué. Donc comment je me suis sentie, j'ai envie de dire, tout au long de ma carrière d'employé, parce que je suis été successivement employée et employeur. Employée, je me suis très souvent aussi sentie jugée et mise de côté. Ouais, voilà pour moi. Pour moi, c'est différent. Au fait, j'étais à l'université la veille. Un ami dit qu'il a un entretien dans le Nord, à Goodlands. Et je dis, OK, je t'accompagne. Je prends le mauvais bus, je fais 1h30 de route, j'arrive là-bas, elle me dit qu'il y a un poste prof de maths si tu es intéressé. J'avais aucune chance d'avoir le job, bien évidemment. Ma formation, c'est commercial. Maintenant, pour être prof de maths, je ne sais pas jusqu'à présent pourquoi on m'a choisi. J'ai le job. Je fais... On n'a plus de courant ? On continue à causer ? On peut continuer. Allons attendre 2 minutes. Ouais, le générateur. Ça va bien ? On note quand même déjà une différence. Oui, toi, t'as un job alors que t'as rien demandé. T'as juste pris. Voilà, tu vois. Pose quelque chose, ouais. C'est bon, on reprend ? Ça revient. C'est bon. C'est bon, donc... Tu peux check. Quoi ? Excuse-moi, Sandèche. Tu peux check avec AVS si on est good au niveau de l'enregistrement. Allez, ça va. Top. Donc, j'accompagne mon ami. D'ailleurs, il est membre du Parlement aujourd'hui. Donc, et je fais l'entretien, je ne sais pas. Mais je ne comprends toujours pas jusqu'à présent comment j'ai eu le job prof de maths. Ça va, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai rencontré l'amour de ma vie. J'ai eu l'occasion de faire une maîtrise entre-temps. Donc, ça va. Donc, voilà, pour moi, c'était bien différent, quoi. Et atypique. Alors, première expérience réussie, mais effectivement atypique. Ouais. Dans la démarche, qui n'était pas une démarche de recherche à la base. Voilà. Ok. Alors, on va aller un petit peu plus loin sur comment se faire recruter et comment les recruteurs peuvent avoir un regard. Vous avez parlé de jugement pour Clémence et Gaëlle. Et on va voir comment les recruteurs peuvent avoir un regard sur le CV qu'ils vont recevoir.
Aujourd'hui, il y a une enquête LinkedIn qui est sortie l'année dernière, en 2024, et qui posait la question aux recruteurs s'ils avaient déjà mis de côté un CV sans l'avoir lu jusqu'au bout, juste parce qu'il n'y avait pas un mot-clé, parce qu'il n'y avait pas le bon job title sur le CV. Et alors, la réponse est assez surprenante. En tout cas, je vais vous demander votre avis juste après. Plus de 80% des recruteurs ont dit l'avoir déjà eu fait. Alors, surprenant ou pas, Clémence, j'imagine que ça te surprend moyennement, voire pas du tout. Ça me surprend que ce soit 80% et pas 100%. Ouais. En fait, c'est plus ça qui me surprend. Parce qu'en fait, c'est le 100%. Moi, je suis recruteuse et dans l'industrie du recrutement depuis 10 ans. Ça m'est arrivé. Et l'explication, elle est toute simple. C'est qu'on est des humains et on n'est pas des robots. On n'est pas des machines qui sont programmées et paramétrées. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas forcément toujours volontaire, déjà. Ensuite, il y a de la discrimination visible et invisible. Ça, c'est mon deuxième point. Et mon troisième point, que je n'ai pas oublié, j'ai bien répété ce mot plusieurs fois dans ma tête. Le troisième point, c'est l'explication par les biais cognitifs. Et en fait, à partir du moment où on est conscient, qu'on soit recruteur, qu'on soit RH, ou qu'on soit manager ou collaborateur, peu importe d'une industrie, peu importe de l'entreprise, on est tous des humains, on a tous des biais cognitifs. Et à partir du moment où on les comprend, à partir du moment où on comprend la définition et ce qu'est un biais cognitif et pourquoi nous en avons tous, ça change. Le regard change. Et donc, automatiquement, quand parfois nos biais cognitifs vont refuser un CV pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, pour X, Y, Z raisons, parce qu'on vit dans le quotidien, parce qu'on a constaté, parce qu'on a entendu, par les influences qu'on peut avoir autour de nous, etc., eh bien, on est vraiment dans une démarche de recrutement sans discrimination. Et la discrimination, elle n'est même pas dans le cadre du recrutement au moment où on reçoit un CV. Elle est dès la prise de brief entre un RH et un manager et dès la rédaction de la fiche de poste. Mais j'imagine qu'on y reviendra plus tard. C'est mon point de vue. Sandesh, est-ce que toi, en tant que DRH, tu as aussi mis de côté des CV ? Oui. Donc, il faut bien comprendre aussi le nombre de CV qu'on a et le quotidien du DRH. Moi, je vous donne des exemples terrain. Donc, j'aurais bien aimé passer plus de temps, mais ça dépend des postes, du travail, de notre quotidien. Et malheureusement, ça influence nos décisions. Et aujourd'hui, il faut aussi mentionner tout ce que l'IA est venu perturber dans tout ça, rendant le truc plus complexe. Et forcément, l'IA a aussi des biais et ça impacte par rapport à nos choix. Maintenant, par rapport aux postes, peut-être sur certains postes, en tant que RH, on peut, entre guillemets, prendre plus de risques, donner la chance à une personne initialement qu'on aurait pu rejeter, quoi. Mais cependant, il y a des postes où on considère sur le terrain qu'il sera trop risqué pour le business, et surtout si des postes où on a la pression par rapport au talent, au timing et sur la production, par exemple. Donc, voilà, je suis mitigé par rapport à cette question. Il y a quand même une réalité de terrain qu'il faut qu'on considère. Oui, tout à fait, effectivement. On sait ô combien les services RH sont extrêmement sollicités aujourd'hui et encore plus après la période Covid, où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un capital humain pour lequel il fallait que l'équipe RH prenne soin. Et donc, les missions se multiplient et s'accélèrent avec les évolutions professionnelles. Et effectivement, l'idée, c'était de se poser la question comment on peut changer le regard qu'on a sur un CV. Comment on peut passer d'une lecture, on va dire, de conformité, avec des mots-clés, en se demandant est-ce que ce profil correspond à nos critères,
qui font partie de la job description, ou est-ce qu'on va passer sur une lecture qui sera plus une lecture de potentiel et où on va plus se poser la question quand on aura un profil sous nos yeux en se disant qu'est-ce que ce profil va nous apporter? Et en fait, ça change totalement le regard. C'est une petite question qui peut paraître anodine, mais quand on se la pose à la lecture d'un CV, elle change. Elle va impacter sur nos biais cognitifs, comme tu le partageais tout à l'heure, Clémence. Elle va aussi impacter sur le temps qu'on va passer à la lecture du CV, parce qu'on va se consacrer sur les compétences ou le potentiel du profil, plutôt que sur regarder toute la liste des expériences professionnelles et des belles entreprises que la personne a réalisées. Et donc, notre regard va changer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de se poser plus la question du potentiel, plutôt que regarder si le profil match avec la liste des missions qui seraient dans la job description? Oui, tout à fait. Je rejoins un peu le point que j'ai élaboré plus tôt. C'est que des fois, il y a une personne qui postule par rapport à un job. Et finalement, nous, on considère que c'est un potentiel pour un autre job et on propose à la personne. Parce que nous, pourquoi on est sur le job fair aujourd'hui? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont là. On est totalement au courant que les talents sont extrêmement sollicités. Donc maintenant, si on trouve un CV intéressant, mais qui peut-être ne répond pas au poste, mais si c'est un talent, on va sûrement trouver de la place pour cette personne. Ouais. C'est intéressant, effectivement. Tu veux ajouter quelque chose, Gaëlle? Oui, moi je voulais rebondir sur cette étude LinkedIn dont tu parlais. C'est vrai qu'en tant que... Bon, moi j'ai travaillé dans le social et j'ai toujours eu des petites entreprises. Et c'est étrangement dans ce cercle-là, dans cet écosystème-là, limite on n'a pas de CV. Et c'est une vraie réalité à Maurice où par exemple, il y a certains postes, il n'y a même pas de... Les gens n'écrivent pas et à la limite ils vont appeler, ils vont envoyer un screenshot de leur carte d'identité. Enfin, il y a aussi tout cet aspect-là à prendre en compte, c'est que tout le monde ne sait pas postuler aussi. Donc du coup, ça rajoute encore une discrimination supplémentaire et des biais cognitifs supplémentaires. C'était juste ce petit partage-là. Et ce que vous disiez, c'est tout à fait juste parce que il y a quelques années, j'ai justement rencontré Jorine, mon bras droit, qui est là. Et j'avais postulé pour un job dans un événement. Et justement, elle m'avait appelé, elle m'avait dit non, mais vous n'avez pas du tout le profil pour cette tâche-là. Donc, ouais, c'est intéressant de voir aussi l'expérience et de voir derrière, justement, juste le screenshot ou le CV parfait avec une longue liste de postes. Il y a beaucoup plus que ça à analyser et à prendre en compte. Et justement, comment on fait parce que vous parliez de barrières, de codes à la lecture de CV, de listes d'entreprises. Comment vous faites aujourd'hui pour détecter le potentiel quand vous rencontrez une personne, que ce soit dans le milieu social ou le milieu corporate, ou toi, Clémence, aussi, quand tu proposes des talents à tes clients, est-ce que le CV est une bonne porte d'entrée? Est-ce que vous allez sur une autre démarche? Comment vous voyez le potentiel des talents d'aujourd'hui? Bon. On va y aller, mais pas trop fort non plus. Mais on va quand même y aller. Déjà, on a presque réussi à supprimer les lettres de motivation. Youpi! Déjà. Il y en a encore un petit peu. Mais je pense, j'ai pas de statistiques en tête, mais je dirais un candidat sur 10 envoie encore une lettre, et sinon non. Parce qu'il y a cette éducation qui a commencé à se faire et qui est très bonne. Premier point. Pour le CV. Le CV, c'est une vitrine.
C'est tout. Mais finalement, ça n'indique pas qui est la personne. Donc, le CV, ça ne sert pas à grand-chose. Le CV, si je prends une casquette là, chasseur de tête, le CV, c'est juste parfait pour avoir des mots-clés. Donc, pour potentiellement trouver un profil qui peut correspondre avec une recherche de mots-clés. C'est tout. Mais le CV, il doit sauter. Et il va sauter aussi. Avec LinkedIn qui est de plus en plus présent, évidemment, ça dépend de la typologie de profil. Ça, c'est important de voir en fonction des métiers manuels, en fonction des métiers bureautiques. C'est pas tout le temps la même chose. Je vais me concentrer sur les métiers bureautiques dans un premier temps. Sur les métiers bureautiques, ça va être remplacé par LinkedIn. Le CV va plus fonctionner. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, ça peut vraiment être son propre storytelling et son propre branding. Un CV, c'est une feuille A4. Alors, il y a des écoles, c'est A4. Il y a des écoles où c'est beaucoup de pages et beaucoup de feuilles. Pendant très longtemps, c'est plus t'en mettais, plus t'en avais et plus ça passait. Maintenant, c'est plus t'es concis, plus t'es direct, plus t'as un mindset qui est bon et qui va droit au but. Donc, finalement, chacun son école et chacun son chemin de pensée. Mais c'est LinkedIn aujourd'hui qui va faire la différence. Sur les métiers manuels, c'est d'appeler. Donc, sur les métiers bureautiques, on a une première étape qui est LinkedIn, puis ensuite l'appel. Sur les métiers manuels, c'est l'appel. Mais il n'y a pas de secret. Pour voir le potentiel de quelqu'un, ça ne se fait pas par le digital. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font encore un peu joujou avec leur laptop et leur souris et qui se disent oui, non, peut-être, backup, à call, oui, non, peut-être, backup, à call. Et c'est insupportable. Parce que du coup, c'est comme ça qu'on a des process qui prennent des plombes, qui sont à rallonge, et qu'on a des talents qui voulaient vraiment rejoindre une entreprise et qui n'ont plus envie de la rejoindre parce qu'ils n'ont pas été considérés par qui ils sont véritablement. Donc, l'appel, c'est le meilleur moyen de voir un potentiel parce qu'on peut ressentir l'attitude, etc. Et après, c'est la rencontre. Et oui, c'est drainant. Oui, c'est énergivore. Mais c'est la base du choix de ce métier-là. Effectivement, je pense que pour rebondir sur ce partage, l'appel, la rencontre commence à créer du lien. On a parlé beaucoup tout au long de nos podcasts de créer du lien, de connecter les personnes entre elles. Et en fait, c'est exactement ce que va générer ce coup de téléphone à ce profil ou tout simplement de lui donner rendez-vous autour d'un café pour échanger avec lui et puis faire tomber en fait les barrières de ce que peut être dans la tête des gens un recrutement. Parce que les choses ont changé, le monde a évolué et les recrutements ne doivent plus être perçus par les talents comme c'était le cas il y a des années en arrière. C'est créer un échange pour pouvoir comprendre les attentes de la personne, ses besoins et voir si ça matche tout simplement avec ceux de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Et en fonction de ce match ou mismatch, on va définir si oui ou non on va décider d'intégrer la personne. Pour revenir à la job description, c'est important de faire un petit focus, je pense, effectivement, sur comment déjà, en tant que talent, on lit une job description et on arrive à voir si on peut fit ou pas avec le poste. Et puis, comment, en tant qu'entreprise, on rend cette job description lisible, compréhensible. Parce que souvent, on a des longues job descriptions avec des longues missions et avec quelques lignes sur ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Beaucoup d'entreprises switchent et commencent à avoir plus de soft skills que de lignes de mission. Et est-ce que ça fait la différence, justement ? Sandesh, comment tu crées ta job description, par exemple ? Pour moi, toujours expérience terrain, il faut que les choses soient simples. Donc, mon exemple, je suis chez Agritera aujourd'hui parce que c'était easy apply. Donc, si c'était 50 000 questions, moi, c'est mort. Donc, moi, ce que je pense et je suggère, c'est qu'il faut simplifier la vie des gens. Ce n'est pas en posant 50 000 critères qu'on va trouver le bon candidat. Ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, ça, maintenant, le job description, quand même, doit être concis avec les éléments importants de la mission. Et aussi par rapport aux soft skills. Mais moi, je vais ajouter un point très important dans ce qui est le recrutement
aujourd'hui, c'est aussi le pouvoir du réseau. Maurice, c'est petit. Et aujourd'hui, il y a l'aspect réseau qui rentre beaucoup dans l'équation, contrairement à d'autres pays. Et à Maurice, avec un WhatsApp, tu peux avoir des indications. Maintenant, est-ce que c'est les bonnes questions? Est-ce que c'est les bonnes indications? Est-ce que c'est culturally fit ou pas? Ça, je suis pas sûr. Mais il y a quand même un gros aspect du réseautage qui définit des embauches. Ouais, alors moi, ça me pose un petit problème, cette histoire de réseautage quand même, parce que je trouve que dans le paysage mauricien, il y a quand même beaucoup un petit peu de copinage. Donc du coup, si on connaît personne, et genre un expat qui arrive, qui cherche un emploi, ou quelqu'un qui vient, qui a peut-être quitté Maurice et qui retourne, quelqu'un de la diaspora ou comme ça, s'il n'a pas le réseau, ça complique un peu les choses. Pas nécessairement, parce que moi j'ai des exemples. Il y a des gens qui sont à Maurice en peu de temps et qui ont créé un réseau très intéressant et qui sont sollicités. Donc ça aussi dépend des gens, parce qu'il faut être conscient qu'il faut être visible. Il faut se vendre. Il faut se vendre, il faut être visible. Parce que c'est un marché, c'est entre guillemets une guerre de talent, et il faut être visible pour être là dans le bon timing aussi. Maintenant, on peut être visible, mais si c'est pas le bon timing, c'est autre chose. Aussi. Donc voilà, mais à Maurice, la chance qu'on a, on peut être visible, reconnu rapidement. Donc moi, un tip que je vais donner à tout le monde, c'est d'assurer que vous êtes là. Moi, je dis à mes collaborateurs, vérifiez, passez sur les stands, il y a pas de problème. C'est juste qu'à un moment, vous pouvez comparer ce qu'il y a à ce qu'il n'y a pas. Et autre chose aussi, un autre tip, c'est que on peut parler du recrutement. Il y a aussi la partie où, en tant qu'employé, je dois m'assurer que je suis relevant. Parce que je ne peux pas venir... Par exemple, je ne prends pas le train de l'IA, je passe à côté, ou sustainability, des trucs comme ça, et je ne suis pas relevant, et je dis que je ne suis pas recruté pour X ou Y raison. Donc le tip que je donne à tous les employés, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez relevant aujourd'hui, au moins jusqu'à votre 65 ans. Donc voilà. Pour rebondir sur le côté fiche de poste, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a très peu de fiches de poste sur le marché qui sont véritablement inclusives. Très, très peu. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas formées à ces sujets-là et qui, du coup, ne le font pas consciemment ou volontairement, mais qui, au moment où elles finissent de rédiger la fiche de poste et de la publient quelque part, elles écartent automatiquement une partie de l'audience ou de la population active potentielle et de leur cible. Et c'est dommage, parce que bien souvent, c'est pas conscient. Parfois, c'est conscient. Quand c'est conscient, c'est une autre forme d'éducation. C'est une autre forme de discussion. Mais partons du principe que c'est pas conscient. Je vous donne un exemple concret. Pendant très longtemps, ça commence à s'atténuer un petit peu parce que ça a tellement fait de bruit que les entreprises ont finalement changé un petit peu leur fusil d'épaule. Mais pendant très longtemps, les entreprises mettaient sur leur fiche de poste à la fin apéro tous les vendredis soirs. On aime faire des apéros, on aime se réunir, on aime partager un verre ensemble. C'est pas inclusif. Parce que toutes les personnes qui ne boivent pas d'alcool, peu importe pourquoi elles ne boivent pas, par conviction, pour leur santé, par choix, elles sont écartées automatiquement parce qu'elles se disent du coup ça va pas fit avec ma culture. Donc c'est quoi? Ça veut dire que je dois boire pour pouvoir rejoindre cette société. Ça, c'est un premier point. Après, il y a des formulations et des tournures de phrases aussi qui isolent automatiquement certains types de profils.
J'ai plein d'exemples comme ça. Tu as tout l'exemple aussi de plutôt dire j'ai un baby-foot et une table de ping-pong. Ok, c'est cool, mais du coup, c'est quoi ma mission première et c'est quoi le sens de ta boîte? Donc, faites vraiment hyper attention quand vous rédigez les fiches de poste. Et Sandesh, tu parlais beaucoup de l'IA. L'IA, c'est à la portée de tous aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas une formation sur comment utiliser l'IA, c'est très dangereux. Surtout si vous lui racontez plusieurs fois la même chose, sur le même sujet, sans le corriger, sans lui dire que ce qu'il est en train de vous proposer n'est pas bon, il va continuer dans ce rythme-là et dans cet algorithme. Donc vous pouvez très bien avoir l'IA qui vous dit « Oui, ta fiche de poste, elle est cool, elle est inclusive », alors que c'est pas vrai. Parce que c'est vous qui complétez continuellement votre chat GPT, parce qu'on parle de ça majoritairement, on va pas se mentir, que ce soit la version gratuite ou la version payante. La version gratuite, vous pouvez très bien apprendre à votre IA les réalités du marché et votre mind. Et ça, automatiquement, après, ça se casse. Et c'est comme ça que vous passez à côté et que vous construisez des biais cognitifs qui sont complètement, à côté de la plaque, en fait. Voilà. Oui, effectivement, quand on parle d'inclusion, c'est un mot qu'on emploie et qu'on banalise maintenant dans les sociétés et même en dehors, quand on est entre amis ou entre familles. C'est un sujet de société, on va dire en dimension élargie. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire inclusion? Est-ce qu'on entend tous la même chose quand on parle d'inclusion? Qu'est-ce que vous avez, vous, constaté de l'inclusion dans vos expériences? Clémence nous partageait que certaines entreprises, de manière inconsciente, excluaient, alors que ça partait peut-être d'un bon sentiment de dire qu'ils pouvaient proposer des happenings un peu fun dans leur organisation et que du coup ça générait des connexions avec les collaborateurs pour créer une collectivité, une cohésion d'équipe après dans les missions professionnelles. Gaëlle, toi qui connais très bien le sujet de l'inclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ça serait quoi, selon toi, la culture d'inclusion aujourd'hui à recommander aux entreprises? Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on est dans une île quand même multiculturelle, multireligieuse et la diversité dans toute sa splendeur de manière générale. Mais moi, ce à quoi je suis confrontée dans la recherche de clients, parce que j'essaye d'aller en entreprise pour parler justement de ces sujets-là, et à travers en plus le prisme de la santé sexuelle, donc c'est rajouter encore une couche au niveau des tabous. Mais ce que je vois, c'est que l'inclusion, c'est un concept qui est encore pour ma part, qui est encore ultra mal compris et qui est encore très divisé. Parce que, par exemple, j'ai eu des entreprises qui m'ont dit « Oui, c'est super ce que vous faites, on aimerait bien que vous veniez nous voir et que vous parliez à nos employés. Mais par contre, la communauté LGBT, pas trop chez nous. » Donc ça c'est un énorme problème en 2025, alors que on est dans une société qui est hyper sexualisée. Dans par exemple toutes les séries Netflix et compagnie, il y a des gens qui sont de la communauté LGBT. Comment maintenant dans une entreprise on peut dire non, on n'aborde pas ce sujet-là, alors qu'il y a certainement des employés de la communauté LGBT dans cette entreprise-là, mais on ne veut pas aborder le sujet, ça doit rester silencieux. Donc de ma perspective à moi, mais je suis pas non plus RH ou dans le recrutement, mais de ma perspective extérieure, c'est un sujet qui est encore incompris, alors que pourtant on est dans un écosystème de diversité énorme. Ouais, et ça, j'ai parlé d'un sujet, parce que l'inclusion, ça concerne pas que l'orientation sexuelle. Ça concerne la couleur, ça concerne la race, ça concerne l'identité, ça concerne code de sortie, enfin, de quel endroit. Moi, je discute avec des jeunes des cités et je leur dis, je leur mets bien dans la tête, je leur dis, c'est pas parce que tu sors de tel endroit que tu peux pas prétendre au même poste que d'autres personnes. Mais il y a encore
Malheureusement, il y a encore beaucoup de biais. C'est ça, beaucoup de fausses croyances. Et voilà, ça c'est ma perspective par rapport à l'inclusion. Il y a un gros travail à faire. Oui, on a encore beaucoup de croyances limitantes qui nous habitent tous en tant qu'humains. En fait, c'est assez naturel en psychologie, mais effectivement, ces croyances limitantes accentuées par les phénomènes de société font que souvent les barrières sont encore plus visibles quand on fait valoir le mot inclusion dans nos organisations, que ce soit des organisations associatives, entreprises et autres. Et est-ce que ça ne serait pas seulement de se dire l'inclusion, ce n'est pas seulement une action, une bonne communication, un bel effet marketing, une bonne campagne marketing dans les entreprises? Et est-ce que ça ne serait pas de se dire, est-ce qu'on ne banaliserait pas les différences qu'on a tous petite pause. J'espère que ça va aller pour le soir. Pour le concert surtout. Parce que nous, on reprend, on en est. Ouais. Les chanteurs. On en est, mais le chanteur, il va pas arrêter sa note aussi facilement. On n'a plus beaucoup de temps. Ouais. Ça passe vite, on peut en parler pendant des heures. Je pense que c'est bon. On continue, Ouais, je pense. Okay. Donc oui, est-ce que ça ne serait pas justement de banaliser les différences pour en faire des super pouvoirs en fait dans nos organisations, et de se dire l'inclusion, c'est pas juste une action qu'on peut mener, mais c'est juste un mindset de se dire on a des différences, elles existent et c'est ok, et donc on va composer dans l'entreprise pour créer une culture avec toutes les personnes qui la composent, pour faire en sorte de travailler ensemble et de se respecter sans vouloir faire valoir l'inclusion et en fait mettre des personnes dans des cases. Je rebondis dessus et je me dépêche parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et grâce à la coupure, on a su qu'il ne nous restait que 8 minutes. Ce que j'ai envie d'illustrer, c'est que déjà, on ne peut pas pointer du doigt, c'est bien, c'est pas bien, etc. Parce que c'est un sujet qui est très large, qui peut être très complexe, qui peut être perçu de façon complètement différente d'une entreprise à une autre, d'un département au sein d'une même entreprise à un autre département, et intercollègue. Donc c'est vraiment un sujet qui est très large et qui peut aborder beaucoup de notions différentes. Du coup, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de hauteur et qu'on se dise concrètement comment nous, en tant qu'humain, on se comporte. L'humain, il a quand même des antécédents prouvés d'un comportement animal. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent entre eux. Ils vont ensemble, comme des meutes, sur si je suis un loup, je vais me rapprocher des loups. Je ne vais pas être un loup et un hérisson ensemble. Normalement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas dans notre instinct. Ce n'est pas quelque chose d'inné, particulièrement chez nous. Par contre, le loup et le hérisson, ils ont tous les deux la même caractéristique comme l'humain, c'est la curiosité. Et comme nous ne sommes pas des animaux, la bonne nouvelle, c'est que nous, on peut vraiment aller au bout de cette curiosité. Mais on n'ira pas. On peut aller au bout de cette curiosité. Et quand on va au bout, c'est là où on arrête de faire du mimétisme et de s'entourer de personnes qui nous ressemblent, qui nous permettent d'être toujours dans une zone de confort et dans une zone de confiance. On en a besoin, mais on a aussi besoin d'aller s'enrichir et de se nourrir par des personnes qui ne nous ressemblent pas. Ça, c'est le côté un petit peu humain. Pour maintenant parler à une autre typologie de profil dans une entreprise, sans les citer, les financiers par exemple, nous pouvons prouver aujourd'hui l'inclusion au service de la performance d'entreprise. Et je vous donne un exemple tout bête. Vous connaissez tous les robinets où on n'a pas besoin d'appuyer ni d'ouvrir pour se laver les mains, où on passe juste la main devant le capteur, l'eau coule. La première boîte qui a créé ce produit, c'est pas la boîte aujourd'hui qui fait fortune avec ses robinets.
Pour la simple et bonne raison que c'est une entreprise qui a créé et qui a imaginé ce super produit, mais qui ne s'est entourée que de personnes similaires. Et pour aller plus loin, pour gagner du temps, ces personnes similaires avaient tous la même couleur de peau. Donc, ils ont implémenté le produit dans leur pays. Ils se sont dit, ça marche du feu de Dieu. Ils l'ont implémenté dans le pays voisin. Et puis, à un moment donné, ils sont partis sur d'autres continents. L'hypercroissance s'est stoppée immédiatement parce que les robinets ne marchaient pas sur certains continents. Et c'est dramatique qu'on en soit encore là aujourd'hui. Alors que si l'équipe était diversifiée, que tout à chacun pouvait être inclus dans le développement de ce projet-là, et ben c'est eux qui seraient leaders sur le marché aujourd'hui. Alors que la boîte a fait faillite du jour au lendemain, à partir du moment où les ingénieurs sur place dans le continent ont compris que c'est parce qu'ils n'avaient pas inclus l'ensemble de la palette de couleurs de peau des individus qui sont représentés dans le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de base, en fait. C'est la base. Oui, effectivement, c'est la base. On sait que la différence existe. Elle nous entoure, nous quatre, autour de la table. On est différents. On a des particularités, on a des super pouvoirs, on a nos limites. Et c'est OK, c'est normal. On est des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Et l'idée, c'est de se dire, si c'est OK, qu'est-ce que je vais trouver en l'autre qui peut peut-être m'enrichir ? Et qu'est-ce que moi, je vais pouvoir lui donner ? Et en fait, c'est d'appréhender cette différence. Et au lieu de la vivre en tant que peur, parce qu'en fait, c'est ce que notre instinct nous dit, c'est-à-dire qu'on va basculer, c'est de la science cognitive, on va basculer sur un réflexe de peur en mode survie, comme les animaux, en fait, le font. Et on va avoir peur de la différence et pas vouloir la regarder et s'en écarter. Et c'est aussi le sujet de l'inclusion dans nos sociétés, c'est de se dire, on cherche des profils atypiques qui vont nous permettre d'apporter quelque chose qu'on n'a pas dans l'entreprise et qui vont créer une valeur tellement forte qu'elle va se démultiplier et on va créer un écosystème prospère de plusieurs personnalités, de plusieurs compétences. Et c'est comme ça que les entreprises grandissent aujourd'hui. On le voit, on a des exemples autour de nous où les entreprises sont de plus en plus alertées sur ces sujets. Mais effectivement, on sait bien que ça prend du temps parce qu'en fait, c'est tout un mindset qu'il faut changer. C'est la culture en général de fonctionner ensemble qu'il faut changer. Et ça prend des générations et des générations. Le plus important, me semble-t-il, c'est déjà de savoir que ça existe. Ça, c'est déjà un grand pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour pouvoir après travailler sur... Maintenant qu'on sait que c'est là, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit et ce que tu dis sur le fait d'être curieux. Et j'avais envie de dire un proverbe malien. C'est si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu penses différent de moi, tu es 2 fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. C'est exactement ce que tu dis et c'est ça le but de l'inclusion. Ouais. Merci Gaëlle. Moi, de ma part, je vais vous donner quelques exemples par rapport au terrain. Donc, aujourd'hui, il y a sur beaucoup de sujets qu'on a vraiment bougé et c'est bien. Donc, moi, je prends l'exemple d'Agritera, par exemple, l'emploi des femmes. On était à 10% en 2015 et 10 ans après, on est à 30% et les résultats sont là. Donc, pour moi, l'emploi... Là, j'ai beaucoup d'admiration pour mes 2 collègues, surtout la deuxième souvent, parce que tu as la première qui est là et la deuxième qui suit, après les autres qui suivent. Donc, Formine et Patricia, je pense à vous, mes patrons qui ont cru dedans. Maintenant, l'autre truc, c'est que l'emploi des femmes dans des positions de responsabilité, c'est quelque chose qui va venir très rapidement.
selon moi. Là où on galère, c'est quand même l'emploi des gens en situation de handicap. Selon les Nations Unies, on est environ 15% de personnes qui vivent avec un handicap. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a pas mal de retard et c'est des gens qu'on doit inclure. Et c'est cette inclusion qui va emmener plus de résultats. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler plus dur, et d'abord dans les mentalités pour inclure ces gens. Et ces gens sont là d'abord parce qu'ils sont performants. C'est pas sur des budgets supplémentaires, ça je n'aime pas du tout. Ou les quotas. Voilà, les quotas. Donc 22, donc ça c'est pas bon du tout. C'est parce que ces gens rentrent dans l'équipe et ensemble l'équipe bouge. Mais moi je dois mentionner quand même 3 points très important pour le pays. Donc aujourd'hui, on a environ 3000 personnes en univers carcéral. Donc là, la communauté des affaires ne va pas trouver la solution tout seul. Donc il faut qu'on travaille de concert avec tous les stakeholders. Donc on a 3000 personnes en univers carcéral. À un moment, il faut intégrer. On a aujourd'hui quand même environ 50 000 personnes qui consomment de la drogue. C'est presque une personne sur 10 sur la population qui travaille. Donc, ça, c'est en général, c'est plus, parce que c'est référencé 50 000, peut-être il y a le double, mais ça, c'est des enjeux très importants pour le pays. Et un autre point, aujourd'hui, on a 40 000 expats, foreign workers, qui représentent environ 8% de la population. Et ça va augmenter. Donc maintenant, comment on se prépare à ça? Donc nous, les grandes boîtes, on est très nommés. Donc moi, j'ai pas de soucis par rapport à ça parce qu'on a les audits, tout ça, il y a des normes à respecter. Mais pour le pays, c'est très important qu'on balise bien. Et là, il faut que tout le monde travaille ensemble et on met les balises. On dit les balises, c'est les lois. Et les lois, c'est, comme on dit, des regulatory impact assessment pour qu'on s'assure qu'on ne crée pas d'autres problèmes. Donc, voilà, moi, un peu mon ressenti sur ce sujet. Alors, on va arriver au mot de la fin. Le sujet est intense. Et il peut nous mener encore plusieurs heures dans la discussion et l'échange. Pour le mot de la fin, essayons d'être peut-être un peu plus légers en ayant un mot, on va dire, qui va inspirer ou qui va éveiller. Pour vous, quel serait le mot de la fin que vous aimeriez nous partager sur cette thématique? Si vous aviez, par exemple, un conseil à donner aux talents pour faire tomber les barrières, ou un conseil à donner aux entreprises, justement, pour montrer qu'elles sont accessibles à tous? Qui se lance? Allez, j'y vais. Allez. Alors moi, j'hésite entre espoir et confiance. Oui, parce que quand même, je vois une évolution des mentalités. Je suis à Maurice depuis plus de 15 ans maintenant et il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Et voilà, on a dit qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de choses qui bougent. Donc voilà, espoir et confiance vers plus d'inclusion. Merci Sandesh, ça me touche beaucoup. C'est difficile de choisir un mot, mais puisque tu insistes, Claude, je dirais former. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes aujourd'hui, malheureusement. Ou heureusement, pour une touche un peu positive, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses à faire évoluer et à changer. Et former l'humain. Donc l'humain, c'est et le talent
et l'entreprise. Et au sein de l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont visibles. Il y a beaucoup de critères ou de facteurs qui sont invisibles. Et c'est très bien de vouloir amener des politiques comme le handicap, par exemple, que tu évoquais tout à l'heure, en disant je ne m'arrête pas là et j'inclus cette personne au sein de la société. Je prends un exemple concret d'un sourd et muet qui a rejoint une entreprise cliente. Et les collaborateurs et les collègues n'ont pas été formés pour accueillir ce nouveau collaborateur. Donc du coup, à la fin de chaque meeting, où il y avait une retranscription parce qu'ils avaient investi dans des outils, etc., pour que la personne puisse suivre le meeting et y participer, tout le monde applaudissait. Sauf qu'en fait, un sourd et muet, ça lui fait mal / peur, créer un bruit un petit peu de je suis effrayé lorsqu'il y a du bruit qui survient, surtout un bruit récurrent comme taper sur une table, taper dans ses mains, etc. Donc c'est chouette de mener des actions, mais il faut aller au bout. Quand on commence quelque chose, on le termine. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc c'est de former et s'intéresser. Et moi, je vais dire croire. Mon message au talent, c'est de croire en vous, de faire tout ce qu'il faut, peu importe où vous sortez. Donc, moi, je suis un enfant de cité, je suis sur cette table et je suis très fier. Donc, croyez en vous, faites ce qu'il faut faire, soyez relevant jusqu'à vos 65 ans minimum. Et après, voilà. Et après, le reste va suivre parce que les compagnies sont à la recherche de talents et vous serez sollicité, vous aurez votre chance, prenez votre chance et voilà, brillez. Merci. Merci. Alors effectivement, on a bien vu que le sujet, cher auditeur, était intense et complexe. On espère qu'on vous a apporté quelques clés, en tout cas qu'on a fait peut-être naître une petite étincelle dans votre cerveau et que vous allez vous mettre à échanger, à communiquer avec des personnes que vous ne seriez pas allé voir précédemment, avant ce podconf. Moi, ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin, c'est de m'adresser déjà tout d'abord aux entreprises en leur disant « Soyez curieux ». Soyez curieux et soyez les premiers à vous-même vous dépasser dans votre rôle et prenez vos responsabilités aussi, même si c'est pas évident. Je suis du monde du corporate, je l'ai été pendant des années, donc on sait ô combien ça peut être compliqué. Mais soyez curieux. Et puis, pour les talents, osez. Osez faire tomber les codes. Osez franchir la porte d'une entreprise qui vous paraît inaccessible. Et vous allez voir, vous aurez certainement, peut-être pas la première fois, la deuxième ou la troisième fois, une agréable surprise. Et vous serez fiers. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci, Clémence. Merci, Sandesh. Merci. Merci. Et bonne fin de Job Fair à tous. Merci. Merci. Pareillement, merci.